Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un avis lecture. Il me semble que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et j'en ai plusieurs à rattraper, pas énormément mais bon, j'en ai quand même parce que quand j'ai sorti les livres de cet avis lecture je me suis dit mais ça fait longtemps que je les ai lus, c'est pas grave. Donc je vais comme d'habitude vous présenter 5 livres. Il y a ici pas mal de suites, enfin il y a 2 suites de saga et début et fin de saga que j'ai enchaîné. Donc je vais vous présenter tout ça, on va vraiment passer par tous les genres. Ça va être de la romance, du classique, du témoignage, du manga et puis du fantasy fantastique. Donc on va un petit peu passer partout. On va tout de suite commencer avec le premier livre que j'ai lu en numérique que l'autrice m'a très gentiment envoyé. Donc je vais vous le présenter en premier parce que j'ai tendance sinon à oublier les livres numériques vu que je ne les ai pas devant moi pour vous les présenter. Il s'agit du livre Dans le silence, c'est écrit par DKN, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce ton nom de famille, et c'est donc publié en auto-édition. On se situe ici sur une romance MM, donc masculin entre deux hommes. Et pour le résumer, c'est écrit: l'un redoute le silence, l'autre en a fait son allié. Et donc on suit 2 personnages, donc Ethan qui est un étudiant qui souffre d'un handicap invisible. Les journées sont assez compliquées, il n'arrive pas à se faire à sa différence et à s'accepter. Et Johan, qui est un autre étudiant, ne sait que s'amuser, ne veut pas prendre les choses au sérieux, essaye un petit peu de tout dédramatiser. Et évidemment, Johan éveille quelque chose en Ethan qu'Ethan ne voulait pas ressentir et au départ n'accepte pas du tout. En plus de son handicap, de sa différence et là de ses émotions et de ses sentiments, il peine beaucoup à se faire à tout ça. Comment est-ce que l'histoire va évoluer? Je vous laisse le découvrir si vous voulez lire le livre, mais voilà pour ce qui est un petit peu du résumé. Et pour commencer, je tiens tout d'abord à remercier l'auteur qui m'a vraiment fait confiance. Alors je sais plus si c'était pour ce livre, mais à un moment il y a un auteur qui m'a dit, enfin ça a pas l'air trop d'être votre genre de livre que vous lisez et tout, mais c'est vrai que j'aime beaucoup faire des découvertes, sortir de ma zone de confort aussi. Et puis là, moi qui ne suis pas forcément romance, qui peine un petit peu avec ce genre, en plus là entre deux hommes, je me suis dit tout simplement ça va être intéressant à lire. Effectivement ça a été pour moi une bonne lecture, une bonne découverte. C'est une histoire qui aborde la différence, l'acceptation, la famille, la bienveillance. Je pourrais pas citer tout ce que ça aborde, mais ça aborde énormément de principes et de valeurs. Évidemment, le handicap et l'orientation sexuelle aussi. On y suit donc 2 personnages principaux que j'ai bien aimé suivre, puisque on voit vraiment une évolution de la part de ces personnages, une émancipation, une découverte de soi et de l'autre. Et on n'est pas sur des personnages clichés, on est sur des personnages qui ont des complexes. Là, un personnage qui a un handicap. Après oui, on suit, je vais pas dire comme dans toutes les histoires, mais un personnage qu'on apprend à découvrir avec un passé assez compliqué, mais ça fait aussi tout le caractère du personnage. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas des personnages clichés, on apprend à les connaître avec leurs complexes, avec leurs difficultés et avec leurs points noirs, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai trouvé que tout au long de l'histoire, il y avait vraiment de la bienveillance qui était amenée de la part des personnages, donc forcément de l'auteur. Et même si, comme je vous l'ai dit, moi c'est pas trop mon genre de lecture, la romance, notamment lorsqu'il y a... je vais appeler ça comme ça parce que dans le livre c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, des scènes de plaisir charnel, parce que là en fait dans cette histoire on est tout le temps à suivre des personnages qui se posent des questions, qui mettent des mots sur leur peur, qui hésitent, qui ne savent pas, voilà, c'est pas des personnages non plus qui osent, c'est des personnages qui se posent des questions comme nous on pourrait se poser. Mais c'est vrai que, au-delà du fait que j'ai beaucoup aimé parce que comme je vous ai dit, il y a l'hésitation, les peurs, les envies, tout ça qui est abordé, la peur du regard aussi avec la société. Là on sort un petit peu de ce que je vous disais. J'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup des scènes comme ça. Alors je veux dire, c'est pas quelque chose qui me gêne, c'est juste quelque chose que voilà, c'est pas forcément quelque chose que je vais avoir besoin dans une lecture. Moi c'est pas du tout ça. Quand il y en a, voilà, ça me dérange pas plus que ça, mais là j'ai trouvé vraiment qu'il y en avait beaucoup. Après c'est vrai que comme je vous ai dit, c'est assez contradictoire ce que je vais vous dire, c'est assez ambivalent, mais je trouve qu'il y en avait trop pour moi, qui ne lit pas beaucoup de romances, mais en même temps, à chaque fois, il y avait des questionnements qui étaient amenés. Après, pour ce qui est des personnages secondaires, j'ai beaucoup aimé aussi ces personnages qui sont à mourir de rire pour certains, avec leurs sorties, leurs phrases, tout ce qu'ils peuvent penser. Je me dis, mais c'est des personnages qui sont réels en fait. Vraiment, on a des personnages qui ont du caractère, mais qui ne sont pas parfaits. Ça permet aussi de plus s'approprier les personnages et de plus s'identifier à eux. C'est vraiment une lecture que j'ai bien aimé découvrir, que j'ai trouvée intéressante par rapport à tout ce qu'elle véhiculait, donc par rapport à avant tout l'orientation sexuelle, le choix, l'acceptation et la liberté de chacun. Dans l'ensemble, c'était une bonne lecture pour moi, mais vu que c'est de la romance, en fait c'est contradictoire ce que je vous dis, mais
c'est de la romance, donc j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus une histoire que j'ai adorée parce que dans tous les cas je perds un petit peu avec la romance. Mais sinon ouais non, honnêtement c'était une bonne lecture, donc si la romance vous intéresse et si notamment vous voulez vous pencher sur des lectures un peu, enfin des romances qui sortent de l'ordinaire où c'est pas avec un couple hétérosexuel, là c'est vraiment entre deux hommes. Et il n'y a pas que cette romance dans l'histoire, il y en a d'autres, donc je peux que vous conseiller de la lire si ça peut vous intéresser. Et maintenant on va passer à une saga de manga en 3 tomes que j'ai lu d'un coup en un après-midi parce que franchement c'était trop une lecture, j'ai envie de vous dire doudou, quelque chose qui est trop mignon, qui fait du bien à lire. J'avais déjà vu l'animé, le film, et puis j'avais bien aimé, donc je me suis dit bah pourquoi pas lire les livres. En plus c'est ma soeur qui les avait achetés, donc on les avait déjà. Je me suis dit bon bah on va se faire un petit après-midi lecture sympathique avec ces livres, et effectivement j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé retrouver les personnages. Il s'agit de la saga Les Enfants Loups, Ame et Yuki. L'œuvre originale a été écrite, dessinée, je ne sais pas trop, par Mamoru Hosoda. L'adaptation en manga a été faite par You. C'est une saga en 3 tomes que vous pouvez retrouver tout simplement en un film, un animé. Et dans cette histoire, je vais vous lire le résumé parce que si moi je vous résume ça, ça va être en une phrase et ça va être tout pété et je vais pas du tout vous donner envie de le lire. C'est quand même une histoire qui dans l'ensemble est assez connue. Se situe donc dans une université de la banlieue de Tokyo où Anna s'éprend d'un étudiant de sa classe, aussi beau que mystérieux. Alors que leurs sentiments s'approfondissent, ce dernier lui révèle un secret susceptible d'ébranler leur relation, sa vraie nature et celle d'un loup. Fort de son amour, la jeune fille l'accepte et de leur union naissent une fille, Yuki, puis un garçon, Ame. 2 enfants mi-humains, mi-louveteaux, mais confrontés au regard des autres, il leur faut cacher cette différence. Puis rapidement l'histoire entre la mère et son compagnon, mais c'est vraiment plus pour introduire l'histoire parce que dans l'ensemble la saga se concentre vraiment sur les enfants. Honnêtement si vous avez vu l'animé, vous ne trouverez rien de plus ici puisque ce sont les mêmes dessins, les mêmes personnages, la même histoire et les mêmes étapes qu'on aborde, donc si jamais vous voulez trouver quelque chose de neuf, vous ne trouverez pas dedans, je veux être honnête avec vous, c'est juste une adaptation, donc vous ne trouverez rien de plus dans l'animé ou dans le manga, c'est la même chose. Après pour ma part j'ai beaucoup aimé redécouvrir les personnages que je trouve toujours aussi touchants, mignons. C'est une histoire qui aborde bien évidemment la différence, l'acceptation, mais également le regard des autres, l'émancipation aussi pour les enfants, on aborde beaucoup, enfin c'est le principal point j'ai envie de vous dire dans cette saga, et tout simplement les valeurs qu'on peut développer, les valeurs qu'on peut nous inculquer ou qu'on va inculquer. Il y a une grande diversité de tout ce qu'on peut apprendre indirectement je trouve. Et pour mon petit côté qui aime la philosophie, on aborde aussi la notion de la culture et de la nature qui s'opposent mais qui peuvent aussi se concilier et s'entendre sous certaines conditions. Comment cela se développe et finalement comment ce sujet, comment ces notions philosophiques en soi impactent les personnes dans la société. Le fait de suivre son instinct aussi, ses valeurs, le fait que quand on est petit, on n'est pas forcément comme on va l'être plus grand, faire des choix sur notre futur nous, le futur soi qu'on va devenir en étant adulte, qu'est-ce qu'on veut faire, quelle mission on veut remplir et qu'est-ce qu'on veut apporter au monde d'aujourd'hui. On dirait que je pars un petit peu loin en vous parlant juste de ce manga, mais je trouve qu'on aborde quand même tout ça dedans. Et c'était important pour moi de vous le dire, et même si c'est un manga qu'on peut lire pour moi dès très jeune, quand on le relit ou qu'on se penche plus sur tout ce que ça apporte derrière, je trouve que ça apporte énormément de choses. Je vais vous montrer un peu les illustrations, comment elles sont, mais c'est un peu comme la couverture, c'est vraiment des images assez douces, des personnages assez avec des visages ronds, des visages tout mignons. On est sur des images, je trouve, sans trop de détails. Il y en a parfois, mais sans trop dans l'ensemble. Et j'ai beaucoup aimé ça aussi parce qu'en fait, on suit des personnages qui sont vrais, qui sortent leurs répliques quand ils ont envie de parler. J'ai trouvé beaucoup d'humour de la part des personnages et une grande réflexion aussi, et notamment de la part de Ame, donc le petit garçon. Franchement, c'est un manga que je peux que vous recommander, au moins de voir l'animé si vous ne souhaitez pas les lire. Mais pour moi c'est une très bonne redécouverte et que je peux que vous conseiller encore une fois. Pour la prochaine lecture on va passer à un témoignage que j'ai reçu également en service presse. C'est donc Idéalisme et réalité, c'est écrit par Justine Redon et c'est publié aux éditions Baudelaire, et donc ce sont les éditions Baudelaire qui me l'ont envoyé en service presse. Je vais vous lire le résumé puisque c'est un témoignage, donc je me vois pas trop en faire un résumé moi-même. Après une dépression postpartum par Tom, je ne sais jamais comment on prononce cette période, donc
Voilà, je ne sais toujours pas. Justine Redon ressent le besoin de partager son histoire. De la grossesse jusqu'à aujourd'hui, elle livre son ressenti, ses états d'âme, ses souffrances et plus encore. Elle décrit cette période complexe entre un conjoint qui les rejette, elle et son enfant, et une belle-mère envahissante. Cependant, l'auteur voit plus loin que la tristesse et le désespoir. Cette expérience difficile lui donne confiance en elle, lui apprend à voir la vie autrement. Elle abandonne un cercle vicieux dont elle ne pensait pas pouvoir s'échapper au profit de la positivité. Désormais, son but est d'aider ses lecteurs à prendre conscience des ressources dont ils disposent. Moi, c'est un témoignage que, quand on me l'a proposé, j'ai dit oui, je prends, parce que sur cette période après la naissance, sur la parentalité, la famille, tout ça, moi, c'est un témoignage qui peut m'être utile déjà au niveau de ma formation professionnellement. Donc, je me dis, ça peut être que bien à lire, que très intéressant. En plus en témoignage direct comme ça, je me suis dit que ça pouvait être super. Et effectivement, c'était très intéressant, mais je vais reprendre mon ordi parce qu'en fait, vu que j'en ai fait une fiche de lecture, j'ai vraiment noté chaque point. Donc je vais la relire rapidement pour ensuite pouvoir aborder un maximum de points avec vous, sans vous raconter tout non plus et que ça dure trop longtemps. Bon, je viens de tout relire et effectivement, il y a tellement de choses que je pourrais aborder, mais même là, je ne pourrais pas tout aborder parce que ça me prendrait, je pense, une vingtaine de minutes. Et c'est pas le but non plus de vous balancer toutes ces informations comme ça. Et déjà, c'est un témoignage, je crois que je vous l'ai dit, qui est extrêmement intéressant. Déjà, est-ce qu'on peut parler du titre ? Idéalisme et réalité. Parce que c'est des termes qui sont contradictoires. Idéalisme et réalité, on est bien d'accord. Et je trouve que ça montre vraiment le ressenti de l'autrice. Au moment où elle a vécu ça, elle était complètement balancée entre plein de sentiments. Elle ne savait plus comment s'y retrouver. Elle était heureuse pour son enfant, mais en même temps non. Enfin, là, je rentre un peu trop dans les détails déjà pour le moment, mais pour vous donner un peu une définition, idéalisme, synonyme de l'utopie, attitude et caractère de quelqu'un qui se propose un idéal élevé, qui croit en des valeurs idéales, en particulier sur le plan social. Et réalité, ce qui existe en fait par opposition à ce qui est imaginé, rêvé, fictif. Donc, ces deux termes entrent évidemment en opposition et j'ai trouvé ça déjà très intéressant de voir ces deux termes dans le titre au final, mais j'ai trouvé que ça représentait très bien la nature de toute cette histoire. En ce qui concerne la plume de l'autrice, je l'ai trouvée très fluide et on est quasiment dans une conversation. Elle explique vraiment au début que ce sont ses mots à elle, qu'elle n'est pas là pour donner des leçons ou pour juger ou pour dire faut faire comme ça. Elle dit ce sont mes mots qui peuvent paraître bruts, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est comme ça que je l'ai vécu. Si ça peut aider une personne, c'est le plus important. Donc j'ai trouvé qu'on a une sincérité dans sa plume et quasiment on est dans la conversation en fait. Donc c'est vraiment très agréable de suivre cette écriture et on est pris par l'histoire, on est pris par tout ça et on comprend. Alors il y a des choses moi qui nous font réagir plus que d'autres forcément, mais dans l'ensemble on est vraiment comme dans un échange. J'ai trouvé que justement au travers de sa plume on ressentait beaucoup le mal-être de l'autrice durant cette période, tout ce qu'elle a pu vivre, que ce soit au niveau des émotions, des stéréotypes des femmes, puis même au sein de sa famille, qu'elle ne se sent pas, on va dire, stable, qu'elle ne se sent pas dans une relation stable avec une belle famille qui l'accompagne. Enfin vraiment elle se sent un petit peu seule et elle le dit: quand je suis avec mon conjoint je me sens seule, je me sens mal. Alors après je vais pas juger ou ni rien en disant le conjoint il a fait ça parce que c'est pas le but, je suis pas là pour dire ça ni rien. Mais parfois il y avait quand même des paroles, j'ai trouvé assez dures de la part de l'autrice envers le mari, enfin le futur papa. Après je me dis c'est comme ça qu'elle l'a ressenti au moment et donc elle l'a partagé, et c'est pour ça que je vous disais aussi au début que j'ai trouvé sa sincérité très touchante parce qu'elle est vraie dans ce qu'elle dit. Elle dit pas ah je me suis dit que voilà, mais en même temps non, elle dit ce qu'elle pense. Oui il y a des paroles qui sont dures et elle le reconnaît. Si vous lisez le témoignage vous verrez que il y a eu on va dire le juge des affaires familiales, tout ça qui est entré en compte, et que là elle a pris du recul, elle a essayé, qu'elle s'est sentie incomprise, qu'elle s'est sentie soutenue par d'autres personnes, enfin que ça a été très compliqué, que au niveau de l'enfant aussi, on voit vraiment l'enfant, la place qu'il tient, et qu'elle le ressent, que son enfant il prend les tensions, il ressent tout ça même à quelques jours après sa naissance. Et elle le dit plusieurs fois, elle dit je suis retournée chez son papa parce qu'il était au milieu. Et j'ai trouvé que ça a montré très bien l'enfant qui est au milieu, tiraillé entre son papa et sa maman. Ensemble, c'est vraiment un témoignage que j'ai trouvé hyper intéressant,
que je ne peux que vous conseiller. À la fin j'ai trouvé vraiment ça très intéressant, je sais plus si c'était la dernière page ou autre. Je décide de ne plus regarder en arrière et lorsque des pensées parasites surviennent, je me ressens sur ce qui est important pour moi, ce passé douloureux n'a plus de place dans mon présent et mon futur, alors je te dis au revoir culpabilité. Une lettre à la culpabilité qu'elle écrit, toute la culpabilité qu'elle a pu ressentir lors de sa grossesse, lors de la naissance de son enfant, lorsqu'elle s'est mis trop de pression sur son rôle de mère. On en apprend énormément tout au long de ces pages et donc forcément c'est un livre que, encore une fois, avec tous les livres que je vous présente, je ne peux que vous conseiller, mais vraiment, si vous êtes intéressé par tout ce qui est, je sais pas moi, les témoignages sur la période postpartum, sur la grossesse, sur... je sais pas moi, la pression de la société sur les femmes enceintes, sur les futurs parents, sur la place de chacun dans la famille, sur la parentalité, sur tout ça, je pense que ce témoignage honnêtement peut vous intéresser. On va continuer avec mon autrice préférée. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'ai adoré le livre? Je pense que ça va de soi. Il s'agit de 200 d'écume et de glace, donc là je vais vous présenter le tome 2, donc c'est Légende. C'est écrit par Alexiane Delis et donc c'est publié aux éditions Michel Lafon. Donc voici le tome 1 qui se nomme Métamorphose et ici le tome 2, donc Légende. Et pour le résumé, je veux tout simplement vous dire jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour découvrir qui vous êtes réellement. Je pense que vous voyez un petit peu dans quel univers est-ce qu'on va se situer. Je veux pas trop vous spoiler si je vous dis qu'on va se situer un petit peu dans le monde sous-marin avec des mythes, des légendes et des contes bretons. Donc là pour vous parler du tome 2, ça a été encore une fois une très bonne lecture qui m'a fait passer je crois par toutes les émotions, du rire aux larmes à la colère où j'étais trop contente, enfin vraiment je suis passée un petit peu par tout. De toute façon quand je lis du Alexiane Delis c'est souvent ça, mais évidemment comme je vous dis à chaque fois elle sait comment m'emporter dans ces univers et je lui fais tout le temps des retours, je lui en parle et je lui dis mais c'est un truc de fou parce que tous ces livres, alors peut-être que ça joue aussi que ce soit cette autrice ou à chaque fois je sais que je lis un livre d'elle, j'aime, peut-être, ça j'en sais rien, mais en tout cas sa plume est juste fluide, elle emporte dans l'univers, elle est immersive, elle donne des détails mais sans trop nous plomber de détails, juste ce qu'il faut pour se mettre dans l'univers et apprendre petit à petit à chaque fois et tout le temps être tenu en haleine dans le livre sans qu'on soit trop dans le suspense et donc qu'on se lasse. On y suit toujours les personnages donc de Perséphone, le personnage qui est sur la couverture du tome 1, et Mewen, des personnages qui sont toujours aussi attirant, chiant, que super agréable à suivre, enfin vraiment c'est des personnages que j'adore. On en apprend toujours plus sur eux, sur leur famille, sur d'où ils viennent et encore plus notamment dans ce tome. Et honnêtement c'est limite affolant mais l'autrice sait faire vivre les scènes, c'est-à-dire que moi il y avait des scènes de combat mais je les imaginais mais comme si je les voyais à la télé et mais c'était impressionnant, vraiment j'ai encore la scène dans la tête mais je me dis mais si moi j'avais un film sur ce livre là ce serait cette scène là et franchement ouais je l'imaginais quand je lisais mais j'étais plus dans le livre, j'étais dans un film quoi. Enfin c'était vraiment génial parce que j'avais toute l'imagination, tout le décor qui se mettait en place, les personnages, les rôles, enfin vraiment les mouvements de chacun, enfin pour moi c'était magique, vraiment je suis rentrée dans l'univers à fond. On apprend aussi à découvrir d'autres personnages, des personnages qu'on a envie de découvrir, d'autres un peu moins honnêtement. Après là on suit les personnages, je vais pas trop vous en dire parce que si vous n'avez pas du tout lu la saga c'est plus l'avis du tome 1 qui va vous intéresser. Ce qui est très bien aussi à mentionner c'est qu'au début du livre on a un résumé du tome 1 et ça c'est vraiment bien parce que vu que moi je les lis, enfin je me jette dessus à leur sortie, bah j'ai pas toutes les infos en tête du tome 1 par exemple qui est sorti un an avant et donc là par exemple vous voyez résumé du tome 1 et donc on a tout le contexte qui nous est rapporté mais en une page, vous voyez ça commence là, ça se termine là mais on a toutes les infos principales et ça nous permet vraiment de replonger dans le livre et bah, de pas se dire c'est qui lui déjà, ok bon, et puis d'avoir un petit temps, là vraiment on est replongé dans l'histoire, on dit oui ok ça c'est bon donc on peut repartir et ça c'est vraiment top, faudrait que dans toutes les sagas il y ait ça. Lisez cette saga, je peux que vous la conseiller encore une fois comme tous les autres livres que je vous présente mais est-ce que je vous dirais d'attendre le tome 3 avant de lire le tome 2? Non, parce que non. Il faut ressentir justement cette colère et ce qu'on a envers le personnage à la fin. On se dit tu peux pas faire ça et rester dans l'attente. Parce que là le livre, attendre encore un an à peu près,
c'est horrible, moi j'ai envie de savoir la fin, j'ai quasiment envie de me refaire tous les Alexiane de Lys tellement que j'ai envie de replonger dans ces univers pour vous dire à quel point j'adore cette autrice et ses univers. Cette autrice pour moi elle a une place très importante on va dire dans mon parcours de lectrice si je peux dire ça comme ça. Et pour terminer avec le dernier livre, il s'agit de Ce qu'il advint du sauvage blanc, c'est écrit par François Garde et c'est publié aux éditions Folio, inspiré d'une histoire vraie et encore une fois je vais vous lire le résumé et je vous aurais pas fait des résumés par moi-même beaucoup de résumés par moi-même dans cette vidéo. Au milieu du 19e siècle, Narcisse Pelletier, un jeune matelot français, est abandonné sur une plage d'Australie. 17 ans plus tard, un navire anglais le retrouve par hasard, il vit nu, tatoué, sait chasser et pêcher à la manière de la tribu qui l'a recueilli. Il a perdu l'usage de la langue française et oublié son nom. Que s'est-il passé pendant ces 17 années? C'est l'énigme à laquelle se heurte Octave de Valombrun, l'homme providentiel qui recueille à Sydney, celui qu'on surnomme désormais le sauvage blanc. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette histoire m'a vraiment fait penser à plusieurs autres histoires. D'ailleurs, je pensais vous faire une vidéo de si tu as aimé ce livre, tu aimeras celui-ci. Je me dis que ça peut être pas mal. C'est un livre que j'avais vraiment envie de découvrir parce que moi, c'est vraiment tout ce qui m'intéresse. Vraiment, ce sujet, je trouve ça hyper intéressant. Encore une fois, dans cette histoire, comme le livre Les Enfants Loups, j'ai trouvé qu'on avait vraiment la notion forcément de nature et de culture qui s'opposaient aussi avec un petit peu les idées reçues, pas forcément les idées reçues, mais les règles que la société nous impose et qu'on fait par habitude finalement. L'opposition entre d'un côté la civilisation et de l'autre côté les sauvages. Alors je mets ces termes-là entre guillemets mais ce sont les termes qui sont abordés dans le livre. Dans ce livre on est vraiment entre deux temporalités, donc dans la temporalité où ils viennent de retrouver le sauvage blanc, où là on est vraiment dans on suit toutes les coutumes, au niveau de l'historique, enfin vraiment tout est... On est vraiment plongé au niveau de la période historique. Franchement, moi j'ai vraiment été plongée dedans et pourtant, pour tout ce qui est historique, je ne suis pas celle qui va réussir, on va dire, à me mettre le plus facilement dedans. Et la deuxième temporalité va être au moment où Narcisse, 17 ans, arrive sur l'île et que ses compagnons de bateau, les autres matelots, partent et qu'il appelle le bateau et qu'il se retrouve tout seul sur cette île. Donc on est vraiment sur cette temporalité entre le moment où il arrive et d'un autre côté le moment où il retourne au final à son pays natal si je peux dire comme ça. Et il a passé, donc il arrive, il a 17 ans, il revient, il a 17 ans, il a passé autant de temps en tant que matelot français que en tant que sauvage dans cette île où personne ne sait rien du tout. Justement en parlant du terme sauvage, c'est un terme qui est beaucoup abordé. Finalement, qu'est-ce qu'il représente? Que finalement, ça signifie pas juste la différence. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on dit que c'est un sauvage parce qu'il n'a pas la même culture que nous, il n'a pas les mêmes coutumes, il n'a pas les mêmes habitudes et la même façon de vivre. Est-ce que forcément ça devient un sauvage pour autant? Donc il y a ce terme-là qui est abordé et bien évidemment aussi, si je peux appeler ça comme ça, le choc des cultures. On voit vraiment l'adaptation dont peut faire face justement un sauvage. Encore une fois, je dis ce terme parce que c'est le terme qui est utilisé dans le livre. Et au contraire, l'homme blanc, pareil, si je peux dire ça, puisqu'après on en parle du sauvage blanc, donc le sauvage mais qui est blanc, donc ça pose question. De l'homme blanc qui veut montrer sa supériorité, tout s'approprier, qui s'il a demandé au sauvage de lui expliquer comment il vit, le sauvage doit le faire. Le fait de vouloir montrer sa richesse par sa possession et non par son savoir, au contraire justement, à la différence des sauvages. Et ça questionne aussi beaucoup pourquoi Narcisse, le sauvage blanc, quand il arrive, il ne parle plus. On sait qu'il vient de chez nous, on sait qu'il, je dis de chez nous, quand on suit l'autre point de vue, on sait que de base c'est pas un sauvage, qu'il ne vient pas de là-bas, donc pourquoi est-ce qu'il n'en parle pas, pourquoi est-ce qu'il a changé, pourquoi tout ça. Mais en y réfléchissant, je me suis dit, en même temps dans la lecture, finalement est-ce que le fait de tout le temps raconter, est-ce que c'est pas juste pour la reconnaissance d'un côté, la reconnaissance qu'on peut avoir de nous-mêmes envers nous-mêmes, ou alors la reconnaissance pour que les autres nous disent ah c'est bien, mais que finalement ces sauvages là ils n'ont pas forcément besoin de connaissance, de raconter, de reconnaissance, que eux, alors c'est hyper péjoratif la façon dont je parle, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà la différence entre pourquoi tu parles pas, nous on veut savoir, on veut satisfaire la curiosité, limite pour prouver sa valeur j'ai envie de dire, et de l'autre côté où je l'ai un peu ressenti comme ça, donc je vais le dire comme ça même si c'est pas forcément la bonne manière de dire, mais où les sauvages, on fait son petit train-train, sa petite vie, pas besoin de dire j'ai fait ça, on va faire ça, on planifie tout, mais juste
on fait, on s'entraide, on a nos petites coutumes, on les inculque au fur et à mesure aux autres, on fait de la transmission mais sans avoir à dire aux autres cultures bah moi je fais comme ça donc toi aussi tu dois faire comme ça. J'ai trouvé que jusqu'à la fin on avait quand même une leçon qui nous était apportée puisque forcément on a énormément de questions tout le long du livre parce que on suit en même temps son arrivée sur l'île et en même temps son retour de l'île. Donc on suit un peu l'avancée au même point mais avec 17 ans d'écart, oui. Forcément on se pose beaucoup de questions. C'est ça aussi que j'ai trouvé bien, c'est-à-dire qu'à la fin on ne répond pas à toutes nos questions et ça montre bien que, eh ben ok on est curieux mais on peut pas toujours avoir toutes les réponses à tout et c'est pas parce qu'on veut tout savoir qu'on va tout savoir. Et peut-être qu'on ne doit pas non plus tout savoir et tout s'approprier et j'ai trouvé que ce livre dans tout l'histoire, autant l'histoire était très bien parce que là je parle beaucoup du point de vue de la culture, des sauvages, de l'échange de tout ça, mais même dans l'histoire moi j'ai trouvé vraiment immersive, j'ai bien aimé les personnages, la façon dont c'était raconté, j'ai trouvé que je dirais pas que c'était apaisant quand il arrive sur l'île, mais vraiment on voit un moment au départ qu'il est dépaysé, qu'il ne sait pas, il y a un moment où il est énervé, j'ai notamment mis des post-it parce que pendant à peu près 2-3 pages il se met à dire des mots horribles envers un enfant de cette île où on se dit mais c'est pas humain de dire ça, à aucun moment tu dis ça, enfin on voit vraiment un mal-être et qui se sent plus haut en fait, enfin vraiment une supériorité qui est complètement mal placée. Et j'ai trouvé ça limite affolant et c'est là qu'on se dit ouais mais finalement comment est-ce que nous on réagirait, enfin on ne sait pas. Donc j'ai vraiment trouvé ce livre très intéressant dans tous les points qu'il aborde et il me semble que, je sais pas si on peut dire que c'est un classique mais moi je sais que j'en avais parlé à mon ancien prof d'anglais de lycée et il l'avait lu aussi tout ça. Donc franchement je peux que vous le recommander ce livre parce qu'il est vraiment très intéressant. Et je pense qu'il apprend beaucoup et en même temps l'histoire est très immersive et très agréable à lire donc voilà. Puis en plus une double temporalité, moi j'adore les doubles temporalités dans les livres donc c'est encore un truc en plus à rajouter. Donc voilà pour ce qui est de cet avis lecture. Attendez, je suis en train de faire ma petite pile de livres mais elle est en train de tomber. Voilà pour ce qui est de cet avis lecture, j'espère que ça vous aura plu, que c'était pas trop long parce que j'ai énormément parlé mais j'avais plein de trucs à vous dire dans cette vidéo. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai peut-être fait découvrir des livres ou que certains vous auront donné envie de les lire. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, s'il y en a que vous avez aimé ou non, s'il y en a qui vous tentent ou pas. N'hésitez pas encore une fois à me le dire soit sur YouTube, soit en message privé sur Instagram parce que je sais que pas mal le font et j'ai quasiment plus de messages sur Instagram que sur YouTube. Mais en tout cas ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours vraiment et moi de toute façon c'est toujours un plaisir de vous partager mes lectures, mes avis, enfin moi je le fais tout le temps avec grand plaisir donc en plus avoir des retours positifs enfin je veux dire pour moi c'est super. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et d'ici là moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!